Bienvenue dans cette 10e vidéo en Django. Comme on a commencé depuis les débuts, on a créé les projets, on a montré comment faire l'administration en Django à partir de modèles et nous créer les interfaces graphiques par les templates par défaut de Django. Et on a vu comment intégrer un template, comment faire, créer les différents boutons, les formulaires d'ajout, comment supprimer, comment modifier les données. C'était vraiment très bien. Au stade où nous sommes, nous allons maintenant faire gérer des API. C'est quoi une API? Une API, c'est une interface qui permet de faire collaborer des applications différentes ou des environnements différents, voire même programmer dans des langages différents, mais on se dit les dés doivent communiquer. Pour que les dés arrivent à s'échanger des données, il faut disponibiliser ce qu'on appelle des API, qu'on peut appeler en d'autres termes des services web. Donc, on va créer les services web en Django. Comme exemple, vous avez l'application A qui gère le personnel et B qui gère, par exemple, les prestations de personnel. Et on se dit, les dés doivent se partager les données. Et on sait déjà bien que les dés sont développés dans des langages différents, dans des environnements différents, voire même dans les mêmes langages, on s'en fout. Mais on vous dit, les dés doivent communiquer, doivent arriver à interagir. Pour qu'ils interagissent avec toute facilité, il faut mettre en place les API. Donc, l'idée n'est pas de vous donner autant de théories sur les API. Allez vous documenter sur toutes les théories nécessaires concernant les API. Et au stade où nous sommes, je suis en train de vous montrer les cas pratiques, comment on peut implémenter des API avec Django. Donc, on va les faire très facilement. Alors, la première étape pour créer les API en Django, on doit installer des plugins Django permettant de créer les API qu'on appelle Django REST Framework. Alors, dès le départ, il faut vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous devez installer ça. Vous venez au niveau du terminal. Au niveau du terminal, vous allez installer euh, les Django REST Framework. Pour l'installer, on dit toujours pip install Django REST Framework. Django REST Framework. Je vais essayer de l'installer. Patientez un peu. Rassurez-vous que vous êtes connecté. Voilà, et il me dit que ça existe déjà. Voilà, dans cette machine, j'ai déjà installé ça. Mais sinon, chez vous, il va faire l'installation comme il faut. Et une fois que vous installez les REST Framework, vous devez l'intégrer dans le projet, c'est-à-dire signaler au projet que le plugin ou le module de gestion des API a été installé dans ce projet. C'est comme quand on crée les projets en Django, après on crée l'application, on sait signaler au projet précisément dans les fichiers settings que l'application X a été créée. Donc de la même manière, nous allons intégrer ces modules au niveau du fichier settings, précisément à l'endroit où on définit les applications. Je vais rechercher l'endroit. C'est justement ici. Vous voyez qu'on avait intégré notre application. Je dois aussi intégrer les REST sous-8 framework. Il faut bien écrire ça. Si vous écrivez mal, ce sera une erreur. Alors, je profite de cette occasion pour vous montrer, vous voyez, l'interface d'administration de Django. Je peux voir ça facilement ici. Par défaut, ça vient en anglais. Vous voyez, les écrits sont en anglais. Si vous souhaitez modifier la langue, définir la langue française, il faut être toujours dans le fichier settings. Vous descendez justement en bas. Voilà. Là, on a écrit, voilà, language code. Il faut enlever anglais. Vous dites FR comme français. Et si vous exécutez votre serveur, vous verrez qu'il a, il a modifié la langue. Ça devient en français. Donc, c'est très facile pour le faire. Alors, je peux venir actualiser mon navigateur. Vous voyez, voilà, tout devient en français. Si j'ai besoin de voir mon site, je peux cliquer là-bas. C'est ce qu'on avait fait avec vous depuis les vidéos précédentes. Ça a été toujours comme ça.
Si je vais accéder dans la partie admin, je vais dire barre admin, mais le mien est que j'en ai rendu en français. Ça, c'est une bonne chose. Alors, comme on a intégré la seconde étape, la première était d'installer les REST, Django REST Framework. La seconde étape était d'intégrer, de signaler au projet que le REST Framework a été bel et bien installé. Justement, cette ligne nous permet de le faire. Et ce que je vais faire maintenant, je vais rentrer au dossier de l'application, je vais créer un fichier de sérialisation ou un fichier sérialiseur. C'est quoi un fichier sérialiseur? C'est un fichier que je vais créer qui va nous permettre de formater les données que l'API va consommer ou que l'API va recevoir. Ce qui est clair est que l'API, c'est comme un contrat aussi. Il y a deux parties, des applications différentes, celle qui va émettre des requêtes et celle qui va traiter les requêtes. Alors, s'il n'y a pas un contrat par rapport aux données qui doivent être soumises, il n'y aura pas une belle communication. C'est-à-dire que la partie émettrice doit émettre des données au format de la partie qui sera appelée à traiter ces données. C'est-à-dire quand vous avez comme l'API de M-Pesa, vous voulez intégrer M-Pesa dans votre application, vous aurez l'API, mais au niveau de l'API, il y a les données qu'on va vous demander à l'entrée. C'est-à-dire que le format de ces données-là doit être bien défini pour que l'API arrive à les traiter. S'il n'y a pas une belle définition, c'est-à-dire les contrats n'est pas respecté, raison pour laquelle on a dit aussi que API c'est comme un contrat entre deux parties. La partie qui soumet la requête et celle qui est appelée à traiter cette requête. C'est-à-dire que les données que vous devez soumettre doivent respecter le format demandé par la partie traitaire ou la partie qui va s'intéresser du traitement. Alors, pour définir le format de données à recevoir ou à afficher, c'est là où on doit créer le fichier serializer. Alors, je vais cliquer sur mon dossier de l'application, je dis fichier, je vais l'appeler serializer. Serializer, serializer, serializer.py. Voilà, les noms, peut-être vous pouvez changer parce que c'est pas les noms, vraiment, vous pouvez changer, vous mettez les noms que vous souhaitez, mais quand on programme, quand même, quand on donne les noms au fichier, ça doit refléter le rôle même de son existence. On ne peut pas donner n'importe quel nom. Quand on dit sérialisé, du coup, je comprends. Qu'est-ce que je vais faire dedans? Justement, déterminer le format des données que l'API va recevoir ou que mes API doivent consommer. Alors, pour ne plus tarder, je vais copier les codes et on va le modeler par rapport au cas que nous avons. Vous savez, nous, on a deux modèles. Il y a les modèles catégories, il y a aussi les modèles produits. On va créer quand même, je vais créer les API pour le modèle catégorie et produit, ça sera peut-être votre ETP. Vous pouvez créer les API parce que la démarche sera la même. De la même manière, je vais le faire sur catégorie. C'est de la même manière que vous allez le faire pour le produit. Et je reviens là, je vais voilà, copier les codes à ce niveau. Je vais chercher les fichiers sérialiseurs. Voilà, je copie les codes et je vais le modifier à souhait. Voilà, CTRL C, je viens là, je vais coller. Voilà. Premièrement, on doit importer, comme on a installé REST Framework, je dois d'abord importer les fichiers de sérialisation qui est là, ou la classe qui va me permettre de faire la sérialisation. Je dis from REST Framework import serializer, c'est ça la classe qui va permettre de faire ce formatage. Et ici, je dois définir le nom du modèle auquel je vais formater. Alors, je vais dire, le modèle, c'est au niveau de mon application. Je peux dire from.models import. Comme je travaille pour le modèle produit, je vais catégorie, je vais dire import catégorie comme modèle. Voilà, j'en ai. Alors, classe de la sérialisation, vous devez créer la classe qui sera responsable de formater ou qui sera responsable de la sérialisation. Et cette classe-là, c'est à vous de la nommer. C'est-à-dire, ces noms, vous devez nommer ça clairement, sérialiseur comme ça. Mais ici, ce n'est pas frais. Mais ici, je dirais catégorie comme il s'agit du modèle catégorie. C'est-à-dire catégorie sérialiseur. Et ici, ça vraiment, c'est les mots-clés du langage.
il faut le faire comme ça. C'est-à-dire cette classe, c'est une classe de sérialisation. J'ai dit sérialiseur.modèle sérialiseur, c'est-à-dire c'est un modèle de sérialisation. Il va formater les données. Et il y a la classe méta, vous allez mettre méta, la classe méta qui est là. Et après ça, il y a modèle, modèle, c'est-à-dire vous devez déterminer maintenant les modèles auxquels vous voulez faire la sérialisation. Je vais dire catégorie, ça marche. Et fields, c'est-à-dire, vous devez déterminer catégorie à des champs, fields, c'est ça les champs, c'est-à-dire des colonnes. Maintenant, c'est à vous de dire quelles sont les colonnes qui seront prises en charge dans la sérialisation. C'est-à-dire, sérialisation, c'est un format des données que vous devez définir. Alors, par rapport aux API, est-ce que API va consommer toutes les colonnes du modèle ou bien une partie des colonnes? C'est ici que vous devez les définir. Alors à ce niveau, moi je pense qu'on aura besoin de toutes les colonnes. Là, il faut dire field égale sous-sous-de 8. Hein. Donc sous-tirer 1, 2 de 8. All sous-sous-tirer 2 fois. C'est-à-dire que j'aurai besoin, on va consommer toutes les colonnes. Toutes les colonnes seront consommées gentiment, sans problème. Voilà, on a fini avec la classe de sérialisation qui a pour but de formater, de définir le format des données à afficher ou à recevoir par nos différentes API que nous allons créer. Ça, c'est bien clair. Maintenant, on doit aller dans le fichier View. C'est là où on va créer maintenant les API. On commence maintenant à créer les API. Je viens au niveau du fichier View. Je vais copier les codes comme d'habitude. Je reviens ici pour qu'on aille rapidement. Je n'ai pas besoin que la vidéo prenne assez de temps. Vous allez commencer à arrêter la vidéo et vous pouvez écrire facilement. Je vais copier ces importations parce que sans ces importations, on ne peut pas créer les API. Voilà. On doit importer quoi? From REST framework.response, import response, ça c'est la classe qui va nous permettre de renvoyer les différentes réponses concernant nos API. From REST framework.view import API view, voilà, c'est la classe qu'il faut définir dans nos différentes méthodes qui va finalement déterminer qu'il s'agit des API. Ce n'est pas une classe simple, mais c'est une classe qui gère les API. Il y a from REST framework import statics. Statics, c'est la classe qui va nous permettre de renvoyer les différents codes web, codes d'erreur comme 200, code de réussite comme 404. Pour les renvoyer ainsi, on doit utiliser cette classe. Et ici, on doit faire appel à notre fichier de sérialisation. Ici, on a créé la classe de sérialisation ici. Le fichier s'appelle comment? Sérialiseur. Donc ici, vous allez dire point, nom du fichier ici, sérialiseur. Vous l'écrivez comme tel. Vous voyez ici, il y a une erreur. Je l'ai écrit ici, c'est sérialiseur. Voilà. Import catégorie, la classe de sérialisation qu'on a créée là-bas. Donc, c'est cette classe-là que je vais amener ici. Si je viens ici, c'est cette classe au fait. Je vais prendre cette classe pour l'amener de l'autre côté. Voilà. Dans View, hein, OK. Je vais dire from.serializer qui est le nom de ce fichier. Import catégorie serializer qui est la classe de sérialisation qu'on a eu à créer. Ben, ça n'est fini. Maintenant, on doit créer on doit créer les différentes méthodes ou nos API, les différentes méthodes. Vous savez, les API REST Framework sont utilisées par les différentes méthodes comme get, quand on va afficher les données, comme post, quand on veut persister ou enregistrer, comme patch, quand on veut modifier, mais une modification, comment dirais-je, une modification alternative, c'est-à-dire une modification partielle. Voilà. Patch permet de faire la modification qui est partielle, c'est-à-dire soit je modifie une colonne, d'autres restent comme ça, soit je modifie deux, trois, soit je modifie tout, patch permet tout ça. Mais put, c'est une méthode qui permet de modifier aussi, mais qui a un petit défaut, c'est-à-dire la modification est faite sur toutes les colonnes du modèle, et raison pour laquelle patch prend de l'ampleur par rapport à put. Et il y a aussi delete, qui permet pour quand on crée l'API des suppressions et autres, c'est comme ça qu'il faut le faire. Alors, je vais copier comme d'habitude pour qu'on aille rapidement, vu qu'il
qui avez bien suivi ces vidéos, on ne serait pas perdu. Je rentre ici, je vais prendre mes différentes méthodes. Voilà, il y a même un commentaire, je peux le prendre. Et je prends tout ça et je vais expliquer ça calmement. Et voilà, ça sera clair. Je vais copier et je viens ici. Je vais les coller. Voilà, mes API. J'ai mis même un commentaire pour que ce soit clair. Voilà. Je crée une classe que je vais appeler pas frais détail. Non, non, je l'appelle catégorie détail. C'est le nom de la classe, c'est pas une parole d'évangile. Vous pouvez donner les noms que vous souhaitez. Mais je sais que dans cette classe, je vais gérer deux méthodes. La méthode get pour afficher et la méthode post pour persister ou pour enregistrer les données. Et ici, cette classe ne sera pas une classe simpliste, mais plutôt c'est une classe de A qui va gérer les méthodes des API. C'est-à-dire, je dois mettre entre parenthèses API View, c'est-à-dire c'est une classe qui prend en charge la création des API. Ici, j'ai créé la première méthode def qui va appeler get. Get, c'est pour afficher. La méthode étant créée, ici, j'ai dit self, ce sont des variables ou des arguments qui émettent et request. Des variables que j'ai mises, c'est important. Self, c'est-à-dire, il s'agit de moi-même. La méthode en question, request, c'est une requête qui peut entrer ou c'est un objet qui sera facultatif, on ne va pas vraiment l'utiliser dans ce contexte. Alors ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais déclarer un objet que je vais appeler, ici c'est un objet que j'ai déclaré comme une variable, je l'ai appelé objet, c'est-à-dire un objet. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toutes les catégories. Il dit catégorie, catégorie.object.all, c'est-à-dire ça c'est une requête que j'ai faite, vous vous souvenez, c'est bien clair, pour afficher toutes les catégories. Je vais dire, il faut lancer une requête Django. Pour lancer une requête Django permettant d'afficher toutes les catégories, il faut dire catégorie.object.all. Et tout ce qu'il va trouver ici, il va affecter ça à ma variable qui est là. La variable, vous pouvez changer les noms, c'est pas une parole d'évangile. Et après ça, je déclare une variable que je vais appeler serializer. Voilà, c'est une variable. Vous pouvez changer le nom, vous donnez le nom que vous souhaitez, ça ne me dérange pas. Serializer, c'est une variable qui va stocker les données formatées, c'est-à-dire que les données que la classe des serializer qu'on vient de créer va formater et l'affecter de l'autre côté. Raison pour laquelle vous verrez ici, on doit faire appel à la classe de sérialisation, notre classe qui s'appelle catégorie. Donc cette variable, elle recevra quoi? La valeur de données sérialisées, c'est-à-dire catégorie sérialiseur. Il va sérialiser quoi? Les données de cet objet. Toutes les données qu'on a eu à avoir comme catégorie dans les modèles catégories. Il va sérialiser ça, many égale à true, c'est-à-dire c'est beaucoup d'informations là-dedans. Et ici, qu'est-ce qu'on va retourner? On dit return response. Il va retourner quoi? Qu'est-ce qu'il va retourner? Parce que c'est une méthode peut rien retourner, ou soit elle retourne des éléments. Celle-ci, elle va retourner quand même. Quand elle reçoit les données, qu'est-ce qu'elle doit afficher? On dit return response serializer, qui est cette variable point data. C'est-à-dire, il va afficher les données de notre serializer, des données que l'objet serializer a réussi. Et status égale status.httpd, c'est-à-dire c'est les statuts des réussites, ça pas de problème. Alors, la première méthode est finie. La seconde méthode permettra de persister ou de stocker les données. La méthode c'est post. Quand on crée l'API qui va stocker les données, la méthode c'est post. Quand on crée l'API qui va afficher les données, la méthode c'est get. Ici, on va dire dev post self request. Qu'est-ce que je vais dire? Je déclare encore un objet serializer qui va prendre quoi? Les données déjà formatées, c'est-à-dire catégorie point serializer. Il va récupérer quoi? Les données que vous allez entrer. Parce que quand on enregistre, il faut entrer les données. Après, on récupère ces données-là pour les persister. C'est-à-dire ces données-là, il va récupérer ça à partir de ces requests, la requête que vous allez soumettre. On va dire data égale à quoi? Request, qui est cette variable, point data. C'est-à-dire il va récupérer les données d'entrée. Et après ça, il doit vérifier est-ce que les données là sont valides. Par exemple, laquelle on dit if serializer.isValid, alors on doit enregistrer comme c'est bon. On doit dire serializer.save. Après, on doit retourner les résultats à la fin. Qu'est-ce qu'on va retourner? Return response, j'ai dit retourner seulement quoi? Il va retourner plutôt les données sérialisées. Il va retourner plutôt, permettez-moi pour les règles,
excusez-moi plutôt pour l'erreur, il va retourner les données qu'il vient de stocker. C'est-à-dire que quand l'opération réussit, il va retourner les données que vous avez enregistrées pour les stockages. C'est ce qui va vous retourner à la fin, raison pour laquelle on a dit serializer.data, c'est-à-dire il va afficher ces données-là. Status égale status.http 201 create, ça c'est les codes de création. Donc les deux méthodes sont finies pour, l'affichage des données et l'enregistrement des données. Je viens au niveau de la première classe parce que la deuxième classe plutôt, la première classe a géré les deux méthodes, get pour afficher, post pour enregistrer. Et la deuxième classe, on la nomme quand même frais info, c'est-à-dire quelques infos qu'on peut avoir sur, sur l'objet, que je vais appeler catégorie info. Vous pouvez changer ces noms, tout dépend de vous. Catégorie info, c'est-à-dire c'est une classe qui va recevoir un peu de méthodes spécifiques là. On a créé une méthode ou plusieurs, deux ou trois. On va aller petit à petit. J'ai la méthode get. Que fait la méthode get? Mais ça, c'est pas get, le premier get qu'on a eu à voir parce que le premier get n'a pas de paramètres. Ça affiche toutes les données sans condition. Mais cette méthode, c'est avec paramètres. C'est-à-dire qu'il faut entrer, si on veut rechercher une seule catégorie, il faut entrer un paramètre, l'id de cette catégorie-là, et il va nous rechercher dans l'objet si ça existe. Raison pour laquelle il y a id qu'on a mis ici comme paramètre. Et on dit try. Try, c'est un bloc de gestion des exceptions en fait. Dans plusieurs langages, il y en a. En Python, il y en a. En Java, il y en a. Voilà. J'ai déclaré un objet. J'ai dit, cet objet va recevoir les données de recherche. Les données de recherche, il va rechercher ou dans catégorie. .get pk égale id. Pk qui veut dire primary key. Il va chercher la catégorie dont son id correspond à quoi? Correspond à celui-ci. Correspond à l'id que l'utilisateur a entré, c'est-à-dire l'id qui est là. Il va rechercher est-ce que la clé primaire correspond à l'id que l'utilisateur a entré. Alors, on a mis ça dans le bloc 3 parce que ça peut générer une erreur. S'il y a une erreur, il peut gérer ça facilement. Except s'il y a, si il y a une erreur, il n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher ce message not found. Voilà, j'ai déclaré un objet ms comme message. Il va renvoyer, c'est un dictionnaire que j'ai déclaré, pas même un objet, mais c'est un dictionnaire que j'ai déclaré. Les dictionnaires là comme index, message et les données c'est not found comme clé et autres. Voilà, les petites notions de Python, vous allez les apprendre. Alors ici, j'ai dit retourne, il va retourner quoi? Message qui est la variable ici. C'est ce qu'il va retourner comme résultat, c'est un message, il va dire il a trouvé ou il n'a pas trouvé. Après ici, donc c'est justement quand il y a une erreur, c'est ce qu'il va faire. Quand il y a une erreur, il va afficher les messages qui est là, l'élément est non trouvé. Mais pour que ces messages ici soient affichés, ici on l'a justement déclaré, mais on ne l'a pas affiché. C'est à ce niveau des return qu'on va dire return response, la variable est là, et le code c'est 404. Donc c'est une erreur. Alors ici on va dire serializer. S'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez, je sors dans les blocs except des try. S'il n'y a pas d'erreur, on va dire serializer égale à quoi? Serializer, on doit formater ces données-là. Les données qu'il a trouvées, on doit les formater. On déclare un objet de sérialisation, on dit serializer, catégorie serializer, point objet. C'est-à-dire tu récupères les données qu'il a retrouvées et vous les formatez par rapport aux colonnes qu'on a définies dans la sérialisation. Et si on dit return response, serializer.data, c'est ce qui va nous retourner, c'est les données qu'il a trouvées et status égale descend, c'est-à-dire il a trouvé bel et bien la donnée. Et put, c'est pour la modification. Put, c'est pour la modification. Et on modifie quoi? On modifie un élément par rapport à son identifiant. Il faut qu'il y ait un paramètre. On dit try. Pour gérer les exceptions, je déclare toujours un objet que vous pouvez changer les noms comme vous voulez. Et j'ai dit, il va rechercher quoi? Catégorie toujours. Par rapport à son identifiant. Catégorie.object.get. pk égale id. Si il ne trouve pas ça, il y a une erreur. Alors ici, on dira, s'il y a une erreur, on dira
except catégorie, le nom du modèle does not exist, c'est-à-dire il n'en a pas trouvé, c'est une erreur de ce genre-là, l'erreur sera de cette catégorie-là. Et si je renvoie les messages not found error, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé, ça c'est une erreur de n'avoir pas trouvé ce que vous recherchez. Et qu'est-ce qu'on va retourner? On retourne ces messages ici, et status c'est 404. Et si il retrouvait ça, on va dire serializer, qui est notre objet, égal à quoi? Égal à, on n'a rien à afficher. Quand il modifie, on n'a rien à afficher. Serializer égal à, on doit afficher quelque chose. Il y a peut-être une ligne que j'ai oubliée. Serializer égal à catégorie. Catégorie serializer. Il va serialiser les données de quel côté il va récupérer ces données ici, de l'objet qu'on a déclaré là. Et après, il va prendre les données des modifications qui est data égale request.data, c'est-à-dire il va récupérer l'identifiant trouvé parce que cet objet va récupérer l'identifiant qu'il va associer aux données de modification, aux données qu'il a pu modifier. Raison pour laquelle on dit data égale request.data. Il va modifier ces données ici par rapport à l'identifiant inséré à ce niveau ici. Alors, je vais rentrer ici pour voir s'il y a une ligne que j'ai pu oublier, parce que je me rends compte qu'il y a une ligne. Il y en a encore beaucoup, il y a beaucoup de méthodes. Je vais copier toutes ces méthodes, qu'on en finisse seulement aujourd'hui, pour que je n'aille pas encore la dette. Je vais copier, vous allez prendre le temps de saisir ça calmement. Et moi, je l'ai fait rapidement pour ne pas faire beaucoup de minutes sur cette vidéo. Voilà, je dois être à quel niveau? C'est à ce niveau, j'espère. Voilà. Je vais voir un peu, hein. Je vais coller et je vais arranger petit à petit parce qu'il y a les codes qui doivent être au-dedans des autres. Catégorie info, voilà. Put, voilà, 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 voilà. Je vais quand même tout effacer pour que je reprenne toute cette classe entière. Sinon, elle sera dans le bruit total. Je reprends les données de toute cette classe. Parce qu'il y a certaines choses que j'ai pu oublier. Si je ne le fais pas bien, il y aura beaucoup d'erreurs qui vont nous freiner. Je copie tout ça. Tout ça, voilà. Je copie. Et je viens ici, à partir d'ici, je vais enlever ça et je vais coller tout ça pour que ce soit en ordre. Sinon, il y aura un désordre total. Frais info, non, on parle des catégories info. Je vais aller rapidement parce que c'est une partie déjà expliquée. Catégorie info, cette classe, vous pouvez changer les noms. Alors ici, la première méthode, c'est pour chercher un seul élément. Un seul élément, ça demande un IDE que vous devez entrer, un ID. Et après ça, on utilise les blocs 3 pour gérer les exceptions. Il va chercher cette idée-là dans le modèle catégorie. .object.get. Get, c'est quand on recherche un seul élément, on dit get. Quand c'est tout, on dit all. Quand on sait que les résultats peuvent être de plusieurs éléments et qu'on veut insérer un paramètre, on ne dit pas get, on dit filter. Filter, c'est lui permet à ce que les données des recherches soient affichées en plusieurs lignes ou en une seule ligne. Mais get, lui, est vraiment focus sur un seul élément, c'est-à-dire il va rechercher qu'un seul élément par rapport à cette recherche. Là, on dit get. Alors, except s'il y a une erreur, il n'a pas trouvé, on va dire not found, status, voilà, voilà, ça marche. Serializer, ici, on va serialiser les données. Il faut qu'on dise catégorie.serializer. Catégorie.serializer. Et l'objet, il va se réaliser quoi? Les données qu'il a trouvées ici dans l'objet. Voilà, ça marche. Après, on va dire serializer.data, status descend, c'est-à-dire ça marche. La deuxième méthode, c'est la méthode put. Put, c'est pour modifier. On va modifier quoi? Dans catégorie, vous voyez que c'est clair.
On va modifier dans catégorie. Avant de modifier, il faut déterminer l'identifiant auquel vous souhaitez modifier. Catégorie, catégorie, voilà. Catégorie, object.get, primary qui égale à id que vous avez entré. Et si il n'en trouve pas, l'exception sera du genre catégorie does not exist. Et le message est not found error. Voilà, on va retourner ces messages ici qu'on a mis là et les codes d'erreur sera 404. Mais s'il en trouvé, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit modifier. Il doit sérialiser les données qu'il a trouvées d'abord. La première chose, c'est sérialiser. Je déclare un objet de sérialisation. Pour sérialiser, on doit faire appel à la classe catégorie sérialiseur. Il va sérialiser quoi? Les données qu'il a pu trouver là-bas. Il va sérialiser ça. Et il sérialise l'ID qu'il a pu trouver et les différentes données de l'entrée. Il va sérialiser ça par rapport au format de l'API. Après, si on va tester si ces données-là sont valides avant de les enregistrer. On va dire if serializer qui est là, point is valide, c'est-à-dire il a récupéré l'idée et les contenus à modifier. Si c'est valide, on va dire serializer.save, il a enregistré ça. Et qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner toujours les données modifiées, il va retourner serializer.data, voilà, static, le code c'est 205 quand c'est modifié, au reset content, voilà. Et ici, il va retourner response realizer.data. Quand ça ne marche pas et qu'il n'y a rien comme de bon jusqu'à ce niveau, il n'a pas pu faire la modification. Les messages qu'il va retourner, c'est realizer.error. Statique, c'est 400. Bed request, c'est-à-dire que vous avez inséré peut-être les données qui ne cadrent pas avec les formats demandés. Là, il doit vous afficher ces messages-là. Bed request. Il y a la méthode patch qui permet aussi de modifier, mais patch, comme d'habitude, je vous ai dit, patch permet la modification que j'appellerais intelligente parce que il ne vous oblige pas de modifier toutes les colonnes du modèle, mais même l'une des colonnes, ça marche, deux, trois, et ça marche, mais put, c'est l'entièreté, c'est-à-dire patch, c'est de manière partielle. Et ici, il va rechercher même chose, je n'ai rien à expliquer de trop parce que c'est clair. Il va rechercher toujours un élément. Et ici, l'erreur sera catégorie does not exist au cas où il n'a pas trouvé cet élément. Ce message-là sera affiché ici. Mais s'il trouvait, les données doivent être sérialisées. On déclare l'objet de sérialisation et à ce niveau, je vais appeler la classe de, notre classe de sérialisation qui veut dire catégorie sérialiseur. Sérialiseur, il va sérialiser quoi? D'abord l'ID et les données que vous avez soumises pour la modification. Et ici, vous voyez partial égale à trop, c'est-à-dire qu'on peut modifier en partie des colonnes, on ne modifie pas toutes les colonnes. Ça marche déjà très bien. Après, ici, on va tester if serializer.isValid, c'est-à-dire si ces données-là sont bonnes et il va enregistrer les modifications. Et il retourne quoi les données modifiées et les codes c'est 205 toujours reset content, c'est-à-dire la modification. Au cas où il y a une erreur et ça n'a pas marché, il va afficher une erreur par rapport aux données qui sera du genre bed request. Peut-être que vous avez inséré les données qui ne cadrent pas avec les données demandées. Et la dernière méthode, c'est la méthode delete. Pour supprimer un élément, on doit renseigner l'idée. On doit renseigner plutôt l'identifiant. C'est-à-dire, à l'entrée, il y a request, à part nos variables par défaut qui doivent être là, il y a l'idée qui est là, qui doit être renseignée. Après, il va chercher dans les modèles catégories s'il y a une clé qui cadre avec celle-là. Voilà, il va rechercher. S'il n'en trouve pas, s'il y a une erreur, c'est catégorie dont il n'a pas trouvé. C'est la recherche d'abord, catégorie does not exist. Message not found, il n'a pas trouvé. Return response, il va retourner ces messages-là, voilà. Mais si c'est le contraire, c'est-à-dire il en a trouvé, là je suis en dehors des try and catch. Parce que try c'est un bloc d'édition et catch c'est un bloc d'édition des exceptions. Je sors des 4, je vais dire objet qui est là, qu'il a trouvé, point delete, c'est-à-dire qu'il les supprime. Après, il va envoyer quand même un message. C'est un message qu'on a mis. Delete, c'est-à-dire que ça a été supprimé. Le code, c'est 204 no content, c'est-à-dire qu'il a pu supprimer.
Je pense qu'on a créé toutes ces méthodes. C'est combien au total? On a créé la méthode get en général qui affiche toutes les données dans la classe catégorie détail. Après, on a créé aussi une deuxième méthode dans la classe catégorie détail qui va permettre d'enregistrer une catégorie. Et on a créé la deuxième classe catégorie info pour un peu des données plus spécifiques comme la modification et autres. Ici, on a créé la méthode get qui permet de retrouver maintenant. Get là n'affiche pas toutes les données mais qui reçoit un paramètre. C'est-à-dire que si on veut rechercher une seule catégorie, il faut entrer les codes de cette catégorie-là. Il va rechercher. Get ici permet de faire une recherche partielle d'un élément par exemple. Put, c'est pour modifier. Avant de modifier, il faut entrer l'élément, l'identifiant de l'élément que vous voulez modifier. Il va rechercher dans la base de données. S'il en trouve, OK. S'il n'en trouve pas, voilà l'exception. Comme il y a try, il y a try, c'est-à-dire teste-moi ces codes. Au cas où il y a exception, c'est except. L'exception sera déjà catégorie.does not exist. Après, on va afficher ce message not found error. C'est ce qui va nous retourner comme message. Là, je sors du 3 and 4, je suis en dehors de ce bloc, c'est-à-dire qu'il y a réussite, il n'a pas trouvé d'erreur. À ce moment-là, j'ai créé un fichier de sérialisation. Il va appeler notre classe de sérialisation. Qu'est-ce qu'il veut sérialiser? L'idée et les données d'envoi. Après, je vais tester est-ce que ces données-là sont valides. Si c'est valide, on stocke la modification et on va renvoyer les données qu'on a eu à modifier et ici les codes 205. Sinon, il va retourner ça au cas où ça n'a pas marché, c'est une erreur. Il retourne un message d'erreur, bad request, c'est-à-dire peut-être que vous avez inséré les données qui ne cadrent pas. Patch, c'est la méthode qui permet de modifier, comme on a expliqué. On a créé ça, mais elle permet de modifier de manière partielle. Vous voyez même ici, partielle égale à true, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de modifier toutes les colonnes, mais une partie des colonnes. Mais put, ce n'est pas le cas. Et il y a delete pour supprimer. Maintenant, on doit tester toutes ces méthodes. Alors, il y a les clients web qui permettent de tester les différentes méthodes des API, mais les clients web le plus répandu, c'est les navigateurs. Tous les navigateurs web sont des clients web. Mais on va utiliser un client web qui est actuellement presque payant, mais j'ai la version quand même gratuite qu'on appelle Postman. On va tester toutes ces API, mais il y a aussi les clients web mobiles, hein, comme API client. Vous pouvez aller sur Play Store, vous cherchez API client, vous tapez API client en un mot, et l'icône en orange comme ça, vous pouvez l'installer pour tester aussi vos API. Alors, pour tester les API, je dois exécuter mon serveur en mode réseau, c'est-à-dire que si je vais mettre l'application en réseau, mon application Python en réseau, pour que la machine avec laquelle on est dans les mêmes réseaux puisse se connecter à mon application, je dois exécuter les serveurs en mode réseau. Comment l'exécuter? Je vais dire run serveur par run serveur, tout et met 0.0.0.0, deux points. Je dois déterminer le port sur lequel mon application va s'exécuter. Par défaut, l'application Django s'exécute sur les ports 8000. Moi, je peux mettre même 90, soit je peux remettre 8000, ça ne dérange pas. Donc, vous pouvez les faire comme ça marche, mais moi, j'aime les ports 90. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais je l'aime bien. Je vais exécuter. Voilà. Alors, j'aimerais vous signaler déjà que les API euh, arrivent à communiquer à l'aide du protocole HTTP. Donc, sans ce protocole-là, les API ne peuvent pas arriver à dialoguer, à se partager les données. C'est les protocoles HTTP qui permettent de le faire. Alors là, je vais lancer Postman. Je vais chercher Postman sur mon ordi. Postman. Postman est justement où? Je vais voir. Voilà, il y a Postman qui est là. Vous pouvez chercher ça sur Internet, vous l'installez. C'est un client web qui vous fournit quand même les interfaces et les différentes méthodes de body, les paramètres. Donc, ça vous fournit tout ça pour que vous soyez à même de tester vos API et de voir même les résultats à chaque test. Voilà ici lancé. Si c'est la première fois, vous venez de l'installer, je vais patienter quand même qu'il prenne tout son temps, et que vous venez de l'installer il n'y a pas longtemps, tout ce que vous allez faire, c'est de venir ici sur File, New. Après, ici, il faut prendre HTTP request. Voilà, voilà, on est là du coup. Ce qu'on va faire,
je vous ai dit, les API arrivent à communiquer à l'aide du protocole HTTP. C'est-à-dire, il faut taper d'abord HTTP. HTTP. Vous voyez que Postman nous fournit toutes les méthodes des API. Il y a GET, il y a POST, il y a PUT, il y a PATH, il y a delete, il y en a autant. Donc, c'est toutes les méthodes qu'on a eu à utiliser. GET, on a créé. POST, on a créé. PUT, on a créé. PATH, on a créé. Delete, on a créé. On va tester toutes nos méthodes. Et ici, il faut déterminer maintenant les IRL. Ah oui, il y a quelque chose qu'on a oublié de faire. Là, on est déjà sur Postman. Lui, il aura besoin de IRL pour accéder dans ces différentes méthodes, mais on n'a pas défini les IRL. Alors, pour définir les IRL, je serai quand même rapide. Il faut venir dans le fichier IRL. Comment allons-nous consommer nos classes qu'on a eu à créer ici? On a créé des classes. Il y a la classe, il y a la classe, voilà, il y a la classe catégorie info, il y a aussi la classe catégorie détail. On doit les appeler au niveau de IRL. On doit créer les IRL pour ces classes. Je viens là. Ok, je crée. Ok, je dois créer les IRL ici, même ici, voilà. Je vais copier ça pour aller rapidement. J'ai copié les fichiers, voilà. Ici, je vais dire, par exemple, catégorie, catégorie info. Comme ça, voilà. Et ici, il va appeler quelle classe? Je viens au niveau de view. On a créé la classe catégorie info, c'est ça. Il va. Non, catégorie détail d'abord. On va, bon. Comme j'ai commencé par catégorie info, je peux d'abord appeler ça. Voilà, il va appeler ça. Je viens ici, mais rassurez-vous que vous avez à importer ça. Si vous n'importez pas, il y aura un problème. Il faut bien importer ça dans IRL. Je vais l'appeler ici. Comme c'est une classe, il faut dire .as sous-de 8 view. Vous ouvrez la parenthèse. Vous voyez, il n'a pas reconnu. Donc, il faut l'importer. Moi, il y a quand même une correction automatique. Je peux faire ça, il va importer, mais sinon, il faut venir justement ici et dire que, vous voyez ici, on avait tout importé, c'est bien, mais il faut, on peut tout, on peut dire aussi comme ça, from app commande, qui est le nom de notre application qu'on a eu à créer, le dossier qui est là, voilà. Point view, ça y est déjà là au-dessus, mais on va quand même reprendre ça. On dit import détail, info et quoi et catégorie détail. Catégorie détail, voilà. On a importé les deux méthodes. Là, on peut utiliser ça avec toute facilité. Et ici, je vais toujours dire les names de la route ou de l'IRL, je l'appelle toujours API catégorie info. Et je vais aussi copier ça pour faire pour notre ami, pour la première méthode, c'est catégorie détail. Catégorie détail, voilà. Ici, j'appelle catégorie détail. Catégorie détail comme ça. Ici aussi, je l'appelle catégorie détail. Voilà. Catégorie détail. Les IRL sont créés. Maintenant, on peut continuer. Les serveurs est toujours exécuté. On va venir ici, on va tester avec get d'abord. Il faut maintenant ici taper. Normalement, les concepts des API veut dire quoi? Les données que vous exploitez sont sur un autre serveur, c'est une autre machine. Et souvent, les API web fonctionnent toujours de manière distante, c'est-à-dire que les données sont sur une autre machine ou un autre serveur et vous, vous êtes client, vous lancez vos requêtes au serveur. C'est ça en fait l'idée des API. C'est-à-dire, avec API, on sous-entend que les données ne sont pas sur la machine locale, mais plutôt sur la machine distante. Mais comme c'est nous qui avons créé les API et que c'est sur la même machine qu'on va utiliser, après avoir mis HTTP on doit déterminer l'adresse IP de la machine serveur sur laquelle on souhaite lancer des requêtes. Mais comme tout est ici, on va mettre local host. Mais sinon, sur la machine distante, il faut demander l'adresse IP de cette machine-là. C'est celle que vous allez remplacer par localhost. Localhost qui veut dire tout est sur ma propre machine. Deux points, les ports, déterminer les ports sur lesquels vous avez lancé l'application. C'est les ports 90, c'est ces ports ici. Alors, on met barre, on doit déterminer maintenant les
IRL. Quel est les IRL? Les IRL, c'est les noms ici qu'on a définis ici. Pour accéder dans l'API info, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça, je copie les noms là, je viens, je tape là, je mets barre à la fin. C'est bon. Maintenant là, il faut choisir la méthode parce que dans catégorie info, il y a deux méthodes. Ouais, catégorie info, on a créé deux méthodes dans ces IRL-là. On a créé quand même deux méthodes. Cette classe-là comportait des méthodes. Il y a la méthode get et post. Donc, vous aurez les résultats par rapport au choix de la méthode que vous avez faite. Ici, on dit d'abord get. Get, on n'a rien à renseigner comme élément. Lui va nous afficher les données. Si ça marche bien, il va nous afficher les données. S'il y a une erreur, il va nous les dire. On va corriger. Voilà. Comme ici, il a dit c'est une erreur. Je vais rentrer au niveau du navigateur pour voir qu'est-ce qu'il a dit. L'erreur, c'est les header request. ID, voilà. Catégorie.get missing one require positional ID. Ok, il y a un. Ah oui, oui. Je comprends. On devait commencer par catégorie détail, pas catégorie info, parce que c'est dans info. Et il me dit que ça demande un élément parce que ici, au niveau de l'info, on avait créé seulement deux méthodes avec, quand vous recherchez get, vous voyez qu'il faut entrer un ID, un ID, raison pour laquelle il me dit qu'il y a un ID qui manque, ça ne peut pas répondre favorablement. On devait commencer avec la première méthode ici qui ne demande pas les paramètres, c'est catégorie détail, pas catégorie info. Voilà. Les IRL qu'on devait prendre, c'est les seconds ici d'abord, les seconds qui n'a pas de paramètres. Ok, on va aller tester. Ok, je vais coller. Et je vais faire ça, on va voir. Voilà, il a affiché toutes les catégories qui existent. J'en ai combien? Quand même pas trop, hein. Voilà, j'ai beaucoup de catégories. Il y en a qui D, il y en a pas beaucoup, c'est-à-dire D. Vous voyez que les catégories sont affichées, mais les formats avec lesquels les données sont affichées, c'est les formats JSON, c'est-à-dire JavaScript Object Notation. Voilà. Quand on dit renvoyez-moi les données en format JSON, c'est ça les formats JSON. Donc, get, ça marche déjà. Maintenant, on va tester avec post. Vous voyez que même si je viens au niveau du navigateur, on n'a que deux données. Quand je viens au niveau des catégories ici, vous voyez, je vais rentrer, voilà, j'avais lancé les serveurs en mode réseau. Donc ici, il faut mettre port 90 pour que ça marche. Je peux dire localhost port 90 ou bien 127.0.0.1. C'est ça les localhost aussi parce que l'adresse qui est tapée ici, c'est l'adresse de la machine locale. L'adresse par défaut de la machine locale qui peut être remplacée par localhost. Voilà, ça marche. Si je vais au niveau des catégories, on n'a que des catégories. C'est ce qui m'a affiché au niveau de Postman. Voilà. Maintenant, on va tester la méthode get. Je vais copier ça. Je viens pour get, on doit soumettre les données qui doivent être enregistrées. C'est-à-dire, il faut qu'on détermine les corps dans lesquels on va mettre les données, ce qu'on appelle ici les bodies. C'est-à-dire, Postman nous fournit aussi les bodies. C'est-à-dire, on doit les bodies, là, on peut définir les données. Alors, les bodies, les données seront linéaires. Et quel est le type de données, le format de données qu'on est en train de soumettre? C'est les formats JSON. Voilà. Et ici, il va nous fournir un espace dans lequel on va fournir ces données-là. J'ai copié cette ligne ici en bas, JSON, je passe la virgule. Ici maintenant, ça représente quoi? L'étiquette de la colonne, c'est-à-dire l'étiquette de la colonne par rapport au modèle comme on l'a noté là-bas. Vous voyez les modèles catégorie, il y a code, il y a libellé, voilà. La première partie représente ces colonnes-là et la seconde, c'est les valeurs à insérer. Je peux dire catégorie fou, catégorie AL et ici j'ai dit catégorie Algérie. Algérie. Même comme ça, c'est un exemple. Je vais essayer d'enregistrer pour voir. Ah non, voilà. Là, il a toujours affiché parce qu'il n'a pas compris. Il a toujours affiché. Il faut changer la méthode. Prenez la méthode post. Je vais dire ça. Voilà, il a enregistré. Il nous a affiché les données. C'est ça les données des retours qu'on expliquait à ce niveau ici. Regardez au niveau de view. Après avoir enregistré, qu'est-ce que tu vas faire? Return response serializer.data, c'est-à-dire il va toujours afficher les données qu'on vient d'enregistrer. C'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, si on fait un get maintenant, vous verrez qu'on aura trois éléments. Quand je fais un get, vous voyez, il y a
trois éléments, même les deuxième élément que je viens d'enregistrer. Maintenant, au niveau de la première classe, on a testé toutes les deux méthodes, get et post, ça marche. On vient au niveau de la deuxième classe où il y a un peu de détails, de la recherche un peu sélective. On a besoin de chercher seulement une catégorie. Supposons on a ici trois catégories. La première catégorie a comme ID Agri, la deuxième AL, la troisième ALT. Supposons on est en train de rechercher AL seulement, c'est-à-dire c'est une seule valeur. Alors sur post manque, qu'est-ce que vous allez faire? On garde get. Ici aussi, on va changer les IRL parce que c'est pas dans la catégorie détail, mais catégorie info. Avant, quand on avait tapé, il nous a dit il y a une erreur parce qu'on n'avait pas déterminé l'argument. Je peux même recommencer. Il m'a dit il y a une erreur. C'est-à-dire ici, il faut déterminer les paramètres. Qu'est-ce que je cherche? Barre AL. C'est ça les paramètres. Je vais chercher. Il y a toujours une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? On va voir quand même de l'autre côté. Il y a cette erreur. Il dit get info catégorie 500. Voilà. Not found catégorie. Voilà, c'est l'IRL que j'ai tapé. Apparemment, il n'est pas bon. Je vais voir comment est-ce que je l'ai. Ah, voilà, il y a une petite peut-être erreur que j'ai à taper parce que l'IRL là demande un paramètre, mais moi, je n'ai pas défini les paramètres apparemment. Si on veut au niveau des IRL, ici, au niveau des IRL, ce qu'il faut faire ici, il faut déterminer aussi. Il faut déterminer que ça demande une clé, voilà, info ici, ça doit demander un paramètre qui sera de type strs, c'est-à-dire string id. Voilà, c'est comme ça qu'on doit les définir, c'est comme ça. Je pense que on va tester si c'est pas ça, je vais vérifier encore. Donc ici, il veut dire quoi? Cette IRL doit demander toujours un paramètre. Vous voyez que toutes les méthodes qu'on a créées dans la théorie des tâches, ça demande toujours un paramètre, raison pour laquelle on les a regroupées dans une seule classe. Et celles qui ne demandaient pas des paramètres, on les a regroupées dans une seule classe aussi. Voilà, en mettant comme ça, c'est-à-dire il aura besoin de l'idée, comme l'idée. Vous voyez ici, au niveau du modèle, l'idée est de type charge fiel, c'est-à-dire c'est string, c'est une chaîne de caractères. Ici aussi dans IRL, j'ai mis str qui veut dire string, une chaîne de caractères. Donc l'idée qui sera entrée comme paramètre doit être de type chaîne de caractères. Voilà. Et on rentre ici, on va essayer de tester encore comme d'habitude. Voilà, il a répondu. Donc il nous a affiché un seul élément. Ça marche. Maintenant, avec le même élément, qu'est-ce que je peux faire? Je peux modifier cet élément. Qu'est-ce que modifier, c'est-à-dire, je vais venir ici, je prends maintenant la méthode puts, je vais modifier ça. J'ai dit, on ne modifie pas la clé primaire, ça reste comme ça. Ce qu'on modifie, c'est l'étiquette. Ici, je modifie AL. AL là, ici, je vais taper toujours AL. Et ici, je vais dire AL là sera remplacé par AL avec quelque chose pareil. J'ajoute, je modifie quelque chose de pareil. J'ai pris la méthode put, je vais tester. Voilà, il a modifié. Il m'a dit AL devient AL comme ça. Prochainement, si je fais justement un get tout court, get de AL, vous voyez, ici je prends get, je me cherche AL, il va me dire AL et comme ça marche. À part modifier, il y a aussi la méthode patch qui est toujours la méthode de modification, mais on peut modifier une seule colonne si on a plusieurs colonnes, surtout si on n'a que deux colonnes, mais on va quand même la tester. Il dit on va utiliser patch pour modifier, on va voir, ça a marché. Il a aussi modifié. Et on va utiliser la méthode, la dernière, c'est la méthode delete. Delete, on va supprimer ça, on va tester, qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, deleted. Si on recherche ça, il va nous dire not found. Voilà, il a affiché les messages, il n'a pas trouvé ce qu'on est en train de chercher. Donc c'est comme ça qu'il faut faire les API. Bravo à vous. Concentrez-vous au travail, ça payera toujours un jour. Bonne chance à vous et bonne suite de la journée si vous êtes pendant la journée ou bonne soirée à vous. Bye bye.